Dépend de ce que tu t'apprêtes à dire. Moi, j'ai trouvé une intro chez Benny et je peux c'est deux phrases de Benny Lévy, qui est une sorte de clé pour le parcours du retour, c'est-à-dire pas de la gauche prolétarienne, mais par la suite. Si tu as une autre manière d'opérer, vas-y. Eh bien, moi, je voudrais juste aujourd'hui me concentrer sur le rapport de Denis Lévy à Lévinas, dont on a parlé la dernière fois, sur lequel justement on a terminé notre dialogue. Alors, si tu as quelque chose à dire pour introduire ça, je t'écoute volontiers. On va être dans Lévinas et Rosenzweig, on va naviguer chez ces philosophes, mais je pense que c'est le temps qu'on va consacrer à cette rencontre, pour moi, consacré à Béni Lévy, c'est-à-dire à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait, c'est-à-dire ce qui paraît encore pour beaucoup de personnes une énigme. Et donc, j'émets une hypothèse, qui est une hypothèse qui est la sienne, au début d'un livre qui s'appelle Être juif, qui est le dernier livre qui a été publié de lui. Il est malheureusement décédé quand ce livre a été présenté à la presse à Paris, au Théâtre Hébertot, où il devait venir le faire. Il commence, et d'une certaine façon, il fait le bilan de toute cette partie où, après la gauche prolétarienne, il s'est demandé que faire et comment le faire, en disant « Mon horizon était bouché par la Révolution française et par 1789. » Il dit « Je ne pouvais rien lire qui précédait cette date. Pour moi, la France et la philosophie et la manière de s'adresser au monde et de le comprendre provient de l'émergence des Lumières. » Et l'hypothèse qu'il développe, mais qui n'est pas très bien comprise, donc j'espère qu'on va aider à la détricoter, c'est que justement, il a entrepris de détricoter, le mot qui vient c'est celui-là, systématiquement, c'était quelqu'un qui était très pointu là-dessus, les acquis, entre guillemets, de la Révolution française, l'universalisme, la symétrie absolue telle que saint Paul l'avait indiqué, il n'y a ni juif, ni grec, ni enfant, et ce détricotage qu'il a amené à être juif, il l'a théorisé. Disons que certains l'ont juste fait, lui, il a théorisé. Et à mon avis, le recours à Lévinas, le recours à Rosenzweig, et d'une certaine façon aussi à Platon, j'ai ajouté Platon, ce sont les outils qui lui ont permis d'arriver là où il est arrivé en rejetant tout le reste. Ok, j'ai bien saisi en tout cas cette introduction. Je suis à peu près d'accord avec ce que vous avez avancé. Moi, ma lecture de l'introduction de ce livre qui s'appelle Être juif, et le sous-titre de ce livre, c'est Études lévinassiennes. C'est un livre qui se situe, il a été publié en 2003, comme tu l'as dit, il est paru presque à la mort de Béni Lévy. C'est un livre qui se situe dans le sillage de celui-ci, qui est paru en 1998 et qui s'appelle Visage continu, la pensée du retour chez Emmanuel Lévinas. Et dans ce livre-là, Être juif, il est aussi question de la pensée du retour.
Et Béni Lévy, effectivement, invite à une déconstruction du juif du siècle. Vous avez appelé ça des tricotages, ce qui est très joli, mais moi je reste, disons, dans le classicisme de la philosophie. Il a utilisé le concept déridien qu'il connaissait, déconstruire le juif du siècle. Dans quel but? Eh bien, en vue de retrouver le chemin qui conduit à la loi des ancêtres, ou, selon les termes de Béni Lévy, retourner à la foi de nos pères. Voilà l'objectif de ce livre, Être juif. Et pour mener à bien cette déconstruction, eh bien, il préconise, et là, il renoue avec les accents althusériens dont on a parlé la fois dernière, il renoue avec des accents althusériens et il parle de la tchouva, c'est ça, la pensée du retour, c'est la teshuva, et cette teshuva, dit-il, est axée à la science, S majuscule, et non propédeutique à une nouvelle philosophie. Et donc, la coupure épistémologique que Béni Lévy introduit entre science et philosophie, qui ne serait qu'idéologie, eh bien, lui sert de pilier pour exprimer sa pensée du retour, mais en même temps d'amorce à une critique très sévère, c'est comme ça que moi je la lis, et même injuste, de la philosophie de Lévinas, lequel est qualifié de penseur du retour, c'est-à-dire de celui qui a voulu retourner à la philosophie ou de se servir du judaïsme comme propédeutique à la philosophie, donc de penseur du retour, et il lui impute le fait d'avoir favorisé le malentendu, de vouloir traduire la Torah en grec, et plus grave encore, de poursuivre l'œuvre de la Septante. Je peux vous donner en tout cas les références exactes de ce que je dis, mais vous le trouverez dans les premières pages de ce livre de Béni Lévy. Et alors, Béni Lévy fixe, établit quelque chose qui est pour lui irréductible, c'est que la pensée du retour, la teshuva, est allergique, je le cite, à toute conversion philosophique, et il a un slogan programmatique comme ça, qui dit à Lévinas, retourne à la science, sois juif, comme si Lévinas ne l'était pas du tout, ou peut-être pas assez. Ou comme si Lévinas s'était arrêté en chemin et ce faisant, n'avait pas complètement assumé son judaïsme. Oui, voilà il lui reprochait de vouloir concilier l'inconciliable. Pardon? Il lui reprochait de vouloir concilier l'inconciliable. Oui, on peut dire ça comme cela. Il s'est appuyé sur un passage que vous devez connaître du Talmud, où il est dit, c'est quelque chose de relativement ironique, mais que moi j'utilise dans mes cours, c'est, je crois que c'est tiré de, comment ça, de Yoav, c'est-à-dire du texte de Josué, pardon. Tu étudieras la Torah
le jour et la nuit, et tu Oui, l'auras près de toi le jour et la nuit. Et le oui, Talmud demande à quel moment peut-on alors étudier la philosophie? Et la réponse du Talmud est quand il fait ni jour ni nuit. minuit. C'est-à-dire que cette séparation qui va opérer euh, progressivement mais brutalement, c'était quelqu'un de relativement direct avec Oui, l'universel. Avec l'universel. Euh, j'ai assisté à la présentation de son livre en son absence, puisqu'il venait de décéder, et il y avait encore des militants, des auteurs, des gens qui faisaient partie du milieu de la gauche prolétarienne et qui étaient devenus, comme Olivier Rollin, des personnalités importantes. Et ils étaient excédés par le fait que la réunion au théâtre Hébertot ne portait que sur le fait d'être juif, alors que c'est le titre du livre. Il oui, avait abandonné l'universel, il avait abandonné la philosophie, il avait abandonné les Lumières, il avait abandonné Lévinas. Il utilisait Lévinas pour pouvoir le critiquer. Il s'appuyait beaucoup plus sur Rosenzweig. Et en fait, son parcours, tel que je l'ai perçu et tel que je vois dans les livres, consistait à expliquer en quoi la disparition des Juifs au sein de l'universel, c'est-à-dire les Juifs séculiers, les Juifs du siècle, était une catastrophe aussi bien intellectuelle que humaine. Et dans ce sens, oui, il avait des griefs contre Lévinas, il avait des griefs contre tout le monde d'une certaine façon. Et j'ajouterai un point pour, ça je pense qu'on a compris, ces griefs, pour qu'on avance. Il disait, on ne revient pas sur la facticité juive. C'est-à-dire, si on est du verbe naître juif, on est fait. Et dans le film que j'ai fait, c'est Finkielkraut qui reprend cette expression de Lévinas. Il parle de l'irrémissibilité, j'ai mis du temps à bien le prononcer ce mot, irrémissibilité de l'être juif, et il rajoute, et il cite Lévinas, il dit on est fait comme des rats, aucun échappatoire. Et donc ce que Béni reproche à ceux qui se sont échappés, c'est-à-dire aux juifs séculiers, dont ses amis, Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy, c'est de se trouver ailleurs que là où ils ont été posés à la naissance. Et lui a campé délibérément là où il a été posé à la naissance. oui, mais euh, moi, je voudrais, en tout cas à partir de l'introduction que j'ai faite, de la manière dont je lis les premières pages de ce livre qui s'appelle Être juif et qui finalement, en tout cas, se demande si Lévinas était véritablement juif, puisqu'il lui dit retourne à la science, sois juif. Moi, je me demande s'il y a une pensée du retour chez Lévinas. C'est une question? Non, il n'y a Oui, pas de pensée du retour chez Lévinas. bien entendu, il n'y a pas de pensée du retour chez Lévinas, tout simplement parce que Lévinas n'a jamais quitté le judaïsme. Donc pourquoi devrait-il y retourner? À cause Et des mitzvot, alors à cause, des, attendez, à cause de la pourquoi pratique. devrait-il y retourner? C'est-à-dire non seulement du point de vue de l'identité juive, comme la plupart d'entre nous, on a des moments où on veut être peut-être plus émancipé que juif. Mais chez Lévinas, il n'y a pas eu de rupture parce que même l'enseignement qu'il a commencé après la guerre était un enseignement dans un lycée de l'Alliance israélite universelle. Et il formait des juifs
qui venaient en tout cas étudier dans ce lycée pour devenir des cadres de la communauté juive française et pour relever cette communauté juive française de la destruction que lui avait infligé le nazisme. Donc, C'est pas le reproche qu'il il fait à n'a jamais Lévinas. quitté il n'a jamais quitté le judaïsme. Donc, il n'y a pas une Béni pensée du Lévy, retour. De plus, je dois peut-être maintenant, en tout cas, entrer dans, 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 dans la philosophie même de Lévinas. On sait tous que Lévinas était un phénoménologue. Et le phénoménologue eh bien, se base sur l'intentionnalité de la conscience. Et l'intentionnalité de la conscience, c'est quand on voit un phénomène, on le décrit, on le ramène à soi pour le nommer. Mais même là, il n'y a pas seulement, il s'arrête, il ne le ramène pas à soi parce que pour lui, la phénoménologie peut décrire les phénomènes qui apparaissent dans le monde, mais elle ne peut pas saisir et décrire l'autre, autrui. Et donc, ce n'est pas une pensée du retour, c'est une pensée qui est directe, qui s'adresse à l'autre et qui, quand elle s'adresse à lui, elle ne s'adresse pas les mains vides. Donc, elle ramène pas à soi. Mais je pense que c'est par souci de sauver le travail de Lévinas que vous vous exprimez de cette façon. Parce qu'il est beaucoup plus radical. Il dit il ne faut pas sauver la philosophie. Or, Lévinas a voulu sauver la philosophie. Il ne faut pas sauver l'universel. Or, Lévinas s'est battu avec cette question, à savoir que si on est rivé à son être juif, comment accède-t-on à l'universel? L'universel devient une catégorie hors de portée. Et Béni invente quelque chose que moi je trouve particulièrement intéressant, et c'est une citation que j'ai gardée dans mon film. Il parle de deux formes d'universel. En étendue, ça c'est l'Occident, c'est les Lumières. Sous-entendu, il y en a très peu. En étendue, ça s'étale un peu, c'est comme une tartine avec pas grand-chose dessus. Et en densité. Et en densité, cet universel-là, c'est les Juifs. Et donc, il n'y a pas, dit-il, de nécessité de renoncer à l'universel. Il faut camper dans l'endroit où l'universel a de la valeur, où il est dense et il vaut quelque chose. Et c'est quelque chose que des gens n'ont pas bien compris ou pas bien accepté, que Rosenzweig a très bien compris, lorsqu'il a renoncé à devenir chrétien et qu'il a dit je reste juif, il a dit en fait j'ai tout ce qu'il faut pour exister. Parce qu'il y a une densité dans le judaïsme qui est amplement suffisante. Alors que Lévinas, pardon, mais bon, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais j'ai organisé des paquets de colloques sur Lévinas, j'ai fait un film de 5 heures, enfin par petits morceaux, mais il fait 5 heures au bout, sur lui, voulait sauver la Grèce, voulait sauver ce qu'il appelle l'Europe, c'est-à-dire le mariage du judaïsme et de la Grèce. Or, Okay. Béni dit, et ça se réfléchit, ça se discute, ce mariage est un faux fuyant. Il n'a jamais eu lieu. Les Juifs payent le prix du mariage. Et dernier point, pour avancer, donc rajouter un argument, c'est, et Lévinas après la guerre, on a largement parlé, puis s'est passé un peu à la trappe, c'est la Shoah, provoquée par une des civilisations les plus sophistiquées, aussi bien techniquement que culturellement, c'est-à-dire les Allemands, qui a fait la preuve qu'il n'y avait pas de réservoir de qualité, de réservoir éthique, de réservoir fiable au sein de l'Occident et des Lumières. La preuve, c'est que ça leur était totalement indifférent que les Juifs soient tout à fait massacrés Bon, et que cette question-là, on oui, parlera de... Lévinas,
on a parlé de manière très brutale après la guerre, puis il n'est pas revenu dessus. Non, on parlera du rapport à la Shoah tout à l'heure, mais je reste au niveau du fait que, comme vous l'avez dit, Benny Lévy dit il ne faut pas sauver la philosophie. Et puis, il en voulait à Lévinas parce que Lévinas voulait traduire les concepts judaïques avec le logos grec, ou par le logos grec, par les concepts de la philosophie grecque. Mais je voudrais, avant de m'attaquer à cette question proprement dite, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit en prenant le détour par Franz Rosenzweig. C'est vrai, Franz Rosenzweig voulait se convertir au christianisme et puis il dit « je reste juif ». Certains de ses disciples ont dit, après avoir passé la journée de Kippour dans un Stiebel de Berlin, et c'est comme ça qu'il dit « je n'ai pas besoin de passer par le christianisme pour arriver au Père, je suis déjà auprès du Père, je suis déjà auprès de Dieu, donc je reste juif. » Mais et il dit je reste Lévinas, juif, je deviens juif. Lévinas, lui, n'a pas eu besoin de ça. Encore une fois, j'insiste, il n'a pas quitté le judaïsme et il n'a même pas eu la velléité de le quitter, puisque il dit, moi, j'ai toujours été juif. Maintenant, quant à cette manière de vouloir donner aux notions du judaïsme, leur donner une expression philosophique grecque. Il faut dire que Lévinas n'a pas été le premier à faire ce travail. Il y a une tradition qui est extrêmement respectable dans l'histoire de la philosophie juive. Elle commence avec Saadia Gaon, elle se poursuit avec Maïmonide, elle se poursuit avec Yehuda Levi, elle se poursuit avec les Mendelssohn, elle se poursuit avec Hermann Cohen, etc., etc., etc. C'est-à-dire que Lévinas se situe dans une continuité, dans un processus historique qui respectait la philosophie grecque et plus encore, on peut ancrer ce respect de la philosophie grecque dans le Talmud, puisque le Talmud explique le concept de philosophie en disant c'est phila saba, c'est-à-dire ceux qui sont amis de la sagesse. C'est comme ça que le Talmud l'explique, et il y avait je peux vous dire, parce que j'ai fait mon travail de doctorat sur le Midrash, et pour ma part, j'ai défendu la thèse. D'ailleurs, Lévinas était un des membres du jury de thèse. J'ai défendu la thèse selon laquelle le Midrash est une réaction à la philosophie grecque, mais une réaction qui intègre cette philosophie et qui débat avec elle, qui ne la rejette pas de côté. Eh bien, comme je l'ai dit, cette philosophie commence avec Saadia Gaon, passe par Maïmonide et débouche sur la philosophie juive du XXe siècle, après le XVIIIe et le XIXe siècle de la philosophie allemande, juive allemande. Donc, c'est pas Athènes ou Jérusalem
l'une exclusive de l'autre, mais c'est Athènes et Jérusalem, l'une conjointe à l'autre, mais dans la tension entre l'une et l'autre. Il y a quelque Voilà. chose sur lequel je vous suis, parce que Béni Lévy l'a fait. Ce n'est pas tant mon avis là-dessus sur la question. Il n'a jamais abandonné Platon. Et donc, il était, oui, mais il n'a Platon jamais n'est pas abandonné Aristote. Platon. Non, alors un mot quand même là-dessus. Un jour, puisqu'on se voyait de temps en temps, puis quand j'étais à Jérusalem, j'allais le voir, mais même avant, il me dit tu t'en sors avec Maïmonide? Alors j'ai dit je ne comprends pas ta question. Oui, j'ai lu Le Guide des égarés, chose de genre, j'ai écrit un scénario de cinéma sur Maïmonide. Donc je l'ai bien lu dans les détails. Et il me dit ça me pose un problème, parce qu'il est aristotélicien. Et dans la yeshiva et la choule où je vais, il parle de Maïmonide comme de Dieu le Père. Mais moi, je ne trouve pas, parce que la philosophie sur laquelle il s'appuie, c'est la philosophie qui a fondé la science de l'Occident, c'est-à-dire elle est progressiste. Et ce qui lui convenait chez Platon, c'est évidemment que toutes les idées, les concepts platoniciens sont immobiles. Et il a enseigné Platon pendant des années, alors qu'il était déjà parti en Israël, pour avoir à la fois un boulot au sein de l'université à Paris 7, mais en même temps, comment dirais-je, il n'avait pas de souci avec Platon, alors qu'il avait un très gros problème avec Aristote. Donc, oui, mais, complet. mais Et si vous donc, me la permettez, philosophie, pardon? si tu me Oui, permets, Izzy, oui, je voudrais dire quelque chose au sujet euh, de la qualification de Maïmonide comme aristotélicien. C'est une erreur que font beaucoup de lecteurs de Maïmonide et beaucoup de philosophes. Maïmonide n'est pas aristotélicien, Maïmonide est néoplatonicien. oui, Et là aussi, on se rapproche de Lévinas. Lévinas aimait et défendait le Platon, non pas de la réminiscence, parce que tout sort de lui. La réminiscence, c'est le souvenir, c'est l'intériorité, c'est le fait, la meyaldout, oh, je perds mon français, le fait euh, de donner naissance à. Il y a, il y a un concept comme ça en philosophie qui m'échappe maintenant, mais c'est de donner naissance à. C'est ça, on ne le sort pas de soi, on le reçoit du dehors. Et on le reçoit du dehors, c'est le fait de dire, eh bien, le néoplatonisme, c'est justement quelque chose qui combine un peu à la fois Plotin, à la fois Platon, à la fois, mais seulement un certain Platon, euh, euh, un Platon qui est celui qui parle de l'organisation de la cité, qui est celui qui parle de l'éthique, comme le fera Lévinas. Donc, c'est, à mon avis, c'est une erreur de dire que Maïmonide était aristotélicien. bon, en tout cas, il le jugeait comme ça, et c'est la raison pour laquelle il était tout Platon, il enseignait Platon jusqu'à son dernier souffle en Israël et quand il venait à Paris. Et donc, dans les philosophes auxquels il s'est rallié, il y a Rosenzweig, il y a en partie Lévinas, avec lequel il bataillait constamment, mais il y a Platon. Et donc, je reviens, parce que je pense que c'est bien de redire les choses, parce que quand je sens que vous n'êtes pas d'accord, je n'ai pas d'autre solution que de revenir dessus.
la volonté de Béni était d'être enfin immobile. D'être. Et enfin immobile. Ah, C'était quelqu'un qui avait été progressiste, c'était quelqu'un qui avait été dans l'action, et assez vite, quand ils ont dissous la gauche prolétarienne, et que donc il s'est trouvé à ne plus avoir d'outils d'action, ce que Sartre lui reprochait. Sartre lui a reproché la dissolution de la gauche prolétarienne, parce qu'il lui a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et Béni disait, Sartre est un cow-boy. Il aime l'action, il aime. À partir du moment où il s'est détaché de ça, il n'avait qu'une seule aspiration, qui lui a pris du temps à installer, c'est d'être enfin immobile. Et j'avais cité le titre qu'il avait donné au papier qu'il a fait pour Libération, Seule la pierre de la pierre de Jérusalem Jérusalem m'apaise. m'apaise. Oui. Et il était enfin apaisé parce qu'il ne bougeait plus et que les exercices de pensée visaient à étudier, à intégrer le savoir, pas à le modifier. Pardon. Il était très, je terminerai là-dessus, il était évidemment très hostile au fait que des gens cherchent à modifier ou à renouveler le judaïsme. Alors, j'ai une question à vous poser. Dans, euh, dans la droite ligne de ce que vous venez de dire maintenant, vous savez très bien, comme la plupart, je pense, des personnes qui participent à notre discussion, que Lévinas est le penseur de l'altérité, c'est le penseur de la responsabilité, c'est le penseur de l'éthique. Mais Lévinas, vers la fin de sa vie, ne parlait plus d'éthique. Et quand il parlait de responsabilité, il parlait à la place de responsabilité, il mettait sainteté. Je cite Lévinas, l'humain, c'est cette possibilité de sainteté. S'il y a quelque chose de plus juif que ça, eh bien, comme disent les jeunes, tu meurs. Oui, évidemment. Mais comme notre sujet, pardon, c'est vraiment un chat dans la gorge. Comme notre sujet, c'est principalement Béni, moi j'avais été très impressionné par le fait qu'il était rentré dans la loi et que ça lui, et que ça lui convenait. C'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à améliorer le judaïsme. Il ne cherchait pas, loin de là, au contraire. Je l'ai vu parler un peu sèchement, comme il le faisait souvent, il était toujours sec, à Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut, quand ils ont inauguré l'Institut de l'étude lévinassienne à, à Jérusalem. Il a dit à Bernard-Henri Lévy, donc là je témoigne, mais il l'a écrit puisque j'étais là, abandonne ta compagne et marie-toi avec une juive. C'est le genre de discussion qu'on a dans les familles juives séfarades ou ashkénazes. Et il a dit la même chose à Finkielkraut. C'est-à-dire, campez là où vous êtes et n'innovez pas. Ne créez pas des systèmes de conjointement comme vous le souhaitez ou comme vous l'espérez. Il disait le conjointement, c'est un piège. C'est là-dedans qu'on nous a mis le couteau sous la gorge. La quasi-totalité des lumières post-39-45 ont été menées par des juifs, c'est-à-dire des juifs séculiers, des juifs progressistes, et ils leur reprochaient, nommément ou en bloc, de se leurrer sur le destin d'Israël. Il était extrêmement pessimiste, et moi je pense que l'histoire lui a donné raison. Il a créé l'Institut d'études lévinassiennes en pleine deuxième intifada. Et cette atmosphère de guerre apocalyptique, qu'il disait, qui était aussi celle de l'époque où il a publié Être juif, l'a persuadé que la situation allait empirer pour les juifs, que l'antisémitisme allait augmenter.
On est quand même bien des années avant, avant ce qu'on peut constater. Donc, il s'est livré à une analyse en disant la compromission nous tuera. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire à quel point il a pu être lucide sur un certain nombre d'évolutions du monde pour lequel beaucoup ont espéré un conjointement, c'est-à-dire de pouvoir marier les Lumières avec le judaïsme. Oui, mais c'est pas le fait de marier ou de mettre conjointement les Lumières et le judaïsme. Je pense que la démarche de Lévinas, et ça m'étonne que un philosophe aussi pointu et aussi fin que Béni Lévy n'ait pas compris cela, c'est de mettre le judaïsme comme partenaire à part entière de la civilisation occidentale. C'est Lorsque, exact. lorsque oui, je dis bien, mettre euh, euh, le judaïsme comme partenaire à part entière de la civilisation occidentale. Et quand un homme comme Lévinas a le courage de jeter en pâture peut-être, mais en tout cas de jeter un slogan tel que l'Europe, c'est la Bible et les Grecs, eh bien, je pense qu'il faut avoir énormément de courage, il faut oser, et là, ce n'est pas une question de judaïser la Grèce, mais de dire il y a là deux civilisations qui ont toutes deux contribué à la création de l'Europe et à la création de la civilisation occidentale. Donc, on dira quelques mots sur la Shoah ou pas, Oui, puisque bien c'est la entendu, civilisation issue de la je vais Grèce. d'abord dire que Lévinas ne cherche pas à améliorer le judaïsme. Non, le Il n'a judaïsme, pas non. besoin, Mais il il n'a pas cherche, besoin de ça. Béni Lévy le disait, mais là j'avoue qu'on rentre dans les détails, à savoir qu'il ne faisait pas toutes les mitzvot, alors que Béni faisait toutes les mitzvot. Oui, C'est-à-dire mais qu'il moi, assumait, je ne veux pas non, rentrer dans cette non, non, comptabilité il de assumait ce mitzvot qu'on et de appelle la non. facticité juive, à savoir c'est un fait qu'il faut assumer. Mais je reviens sur cette histoire de Shoah qui est essentielle, aussi bien pour Lévinas que paradoxalement pour Béni Lévy. Il est marié, il a été marié avec donc Léo, qui est une juive ashkénaze, qui Oui. a d'une certaine façon, il faut le raconter, parce que c'est une anecdote émouvante, elle a sauvé sa mère de la déportation parce Mhm. qu'elle était dans le ventre de sa mère quand elle a été raflée, sa mère, au Veldiv. Oui. Donc, elle a une histoire qui est typiquement celle du destin ashkénaze. Oui. Et un gendarme lui a dit, je vois que vous êtes enceinte, sauvez-vous, ne restez pas ici. Elle a été toute sa vie marquée par ça. Et elle a traduit, avec l'aide de quelqu'un, des textes de juifs religieux ou de rabbins qui s'appellent les Juifs dans la tourmente. Le titre m'échappe pour une part. Et qui sont des Juifs qui ont écrit non, c'était pas ça, je crois que quelqu'un me donnait le titre. Des Juifs qui ont écrit dans les camps, avant d'avoir été gazés, brûlés, certains ont survécu. Et c'est Béni qui fait la préface. C'est-à-dire qu'il s'assimile au destin ashkénaze dont il était très très loin. Donc la question de la lâcheté, du fait que l'Occident n'est pas fiable, que la Grèce, je le cite, n'est pas fiable, et qu'elle ne fera rien pour sauver les Juifs, il n'existe pas un endroit où les deux peuvent composer. Il faut que les Ah, Juifs je prennent ne crois pas. en Mais main bon, l'idée de se sauver eux-mêmes. Et là, on rejoint les maoïstes. Je lui avais posé la question, compter sur ses propres forces, qui est un slogan pour ceux qui ont été militants
se souviennent, c'est un slogan maoïste, qu'il reprend pour le judaïsme, compter sur ses propres forces. Alors, à ce sujet-là, je voudrais je voudrais livrer quelques réflexions à ceux qui nous écoutent. D'abord, dans ce livre Être juif, effectivement, Béni Lévy accuse Lévinas de se joindre au concert des Juifs du siècle dans ce qu'il appelle la souffrance inutile. De christianiser la Shoah. Voilà, la souffrance inutile. Mais moi, je parle pas de cela, je dis que, je cite ce que dit justement Béni Lévy, et je cite, se joint au concert des Juifs du siècle dans la souffrance inutile. Or, on sait que la biographie de Lévinas est dominée d'abord par le pressentiment de la Shoah, ensuite par le souvenir de l'horreur nazie et par l'extermination de toute sa famille, et y compris de sa belle famille, de la famille de son épouse. Donc, au point que Lévinas écrit dans Nom propre, dans le dernier texte de Nom propre, qu'il est contraint de philosopher avec cette humeur dans la mémoire. C'est-à-dire, c'est le souvenir de la Shoah, sa philosophie ne provient pas, comme on l'apprend dans les classes terminales, de l'étonnement. Sa philosophie provient du traumatisme de la Shoah. Il pense avec cette humeur dans la mémoire. C'est comme ça qu'il le dit dans... et il écrit dans les entretiens qu'il a avec Poirier, il écrit, voilà ce qu'il dit à une question que lui pose le journaliste qui l'interroge sur Auschwitz. Et écoutez bien ce qu'il dit. Je cite Lévinas, Auschwitz a été commis par la civilisation de l'idéalisme transcendantal, c'est-à-dire par la civilisation de Hegel et de ceux qui viennent après lui, c'est-à-dire de Heidegger. Et ça, c'est s'il y a une condamnation, en tout cas, du nazisme, eh bien, elle est là sous nos yeux. Elle est là sous nos yeux. Mais je ne dis pas que, et vous ne l'avez pas dit non plus, mais je crois qu'il faut éclairer ce point, parce que j'ai vu que quelqu'un posait la question, qu'est-ce qui leur était commun à Béni Lévy et Lévinas? Attendez, avant de passer à ça, il faut préciser quand même sur cette question que Lévinas, qui pensait qu'il avait à traiter en tant que philosophe, pas en tant que juif, en tant que philosophe, la question du mal et de la théodicée, c'est comme ça que ça s'appelle chez les philosophes, est arrivé à la conclusion qu'il devait parler de la Shoah dans des termes comme philosophiques, ou en tout cas qui correspondent à une lecture universelle possible. Et c'est là qu'il a parlé de la Shoah à partir de l'idée de souffrance inutile. Il l'a rendue christique. Et Béni, ça l'a mis hors de lui, hors de lui. Oui, mais il a jamais accepté la théodicée. Au contraire, il condamne la théodicée, toute théodicée, qu'elle soit juive ou qu'elle soit chrétienne. Inutile. Il parle de souffrance inutile. Il transforme la Shoah en passion. C'est lui qui emploie le terme, Lévinas. Oui, mais emploie le terme passion pour la Shoah. Alors, je pense qu'il y a une incompréhension là dans les termes. Mais s'il parle de passion,
c'est parce que le Nouveau Testament, lorsqu'il parle de la crucifixion du Christ ou de Jésus, emploie le terme de passion. Et donc, pour les chrétiens, cette notion, ce concept de passion a une signification. Et il n'a pas besoin d'étaler là-dessus. Donc, il parle de passion. Mais Lévinas n'a jamais accepté la théodicée. La théodicée, c'est le fait de dire, eh bien, moi, je suis humain, donc je ne peux pas voir toute l'histoire. Donc, quand il y a un mal qui tombe sur moi ou sur mon peuple, c'est peut-être en vue d'un bien futur qui arrivera. Et lui dit, je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas cela du tout. Et donc, il y a ni sublimation de la souffrance, ni le fait de dire j'accepte la théodicée. Chez Lévinas, je peux vous donner en tout cas les références. Il a écrit une étude sur transcendance et mal, qui est une étude sur le livre de Philippe Nemo, qui parle de Job et l'excès du mal. Mais il ne parle pas de théodicée. Et donc, vous le savez, aussi bien dans Être juif que dans le séminaire qu'il a tenu pendant toute l'année qui a précédé son décès, un séminaire qui portait sur la loi du retour après Rosenzweig et Lévinas. Ça a été publié récemment par Verdier et le matériau de ce séminaire a servi à écrire Être juif. Donc, dans les deux livres, Béni Lévy consacre non seulement un chapitre, mais un cours entier dans le séminaire, à critiquer violemment la position de Lévinas sur la question du mal. Il a même été, bon, je sais que je vais faire sursauter des gens, mais il prétendait, Béni, dans une logique qu'il voulait être celle du judaïsme, qu'il n'y a pas de mal sans cause. Et puisqu'il n'y a pas de mal sans cause, il posait la question, on peut la trouver dans ces textes, qu'avons-nous fait pour mériter la Shoah? Question ahurissante, mais question qui est imprimée. Là, je ne rapporte pas des ragots ou des trucs comme ça. Il en débat. Il avait quelque chose d'assez particulier. Il allait chercher des questions qui avaient l'air d'être sans solution, qui étaient particulièrement compliquées, et il les posait. Le premier séminaire qu'on a eu après la mort de Sartre, c'était dans le Tarn, où j'étais. Il nous envoie à la figure l'envie, c'est-à-dire le jugement pour savoir si une femme a été adultère. On lui fait boire de l'eau salée, vous connaissez ça? Et si elle meurt, c'est qu'elle est adultère, et si elle survit à ce traitement, c'est qu'elle n'a pas fauté. Et Béni, je me souviens, lève la tête et il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Lui faire boire ou pas lui faire boire? Lui faire boire, c'est l'islam, dit-il, c'est-à-dire on applique la loi comme elle est, et ne pas lui faire boire, c'est le christianisme. On est entièrement dans l'intention. Et il s'est lancé dans une partie compliquée parce qu'il n'était pas encore très aguerri sur cet endroit où il faut naviguer entre la facticité absolue, c'est-à-dire la charia, la loi, et le fait que tout est dans l'intention. Donc je reviens sur cette question qui est très très problématique. Il a écrit « Qu'avons-nous fait pour mériter la Shoah ?» Oui, alors Et il dit c'est à cause des Lumières. Oui, Izzy, je ne vais pas avoir la prétention, en tout cas, de répondre à cette question, mais je pourrais renvoyer à des auteurs que j'ai enseignés, mais je voudrais juste me limiter à une expression que vous avez prononcée qui est le mal sans cause.
c'est une question qui est déjà posée dans le Talmud. Lama tzadik vera'alo racha vetovlo. D'accord? Pourquoi un juste est-il malheureux, reçoit des coups, et pourquoi un mécréant, celui-là, vit très bien? C'est la question du mal. La question du mal aussi, c'est le fait de dire pourquoi un enfant, un nourrisson qui est né, après un an, meurt. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que lui a fait quelque chose? Concernant maintenant la femme adultère, vous savez peut-être que Lévinas a interprété ce texte talmudique, mais il l'interprète d'une autre manière. On ne lui donne pas de l'eau salée, on lui donne à boire, d'abord, c'est le fait que un homme, c'est-à-dire un homme masculin, soupçonne sa femme d'avoir des relations avec un tiers. Et alors, il peut aller voir le Kohen, qui était à l'époque celui qui faisait ce rituel, et le Kohen devait soumettre cette femme au fait d'avaler ou de boire Maim Hamarim Amareri, ces eaux amères, ces eaux amères. Et puis, il devait, mais avant de faire boire ce breuvage à son épouse, le Talmud dit, si l'homme, si son époux n'est pas blanc-bleu, c'est-à-dire n'a rien à se reprocher, alors ce breuvage va avoir un effet. Si son époux a quelque chose à se reprocher, ce breuvage n'aura aucune influence, n'aura aucun impact. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ce breuvage? Eh bien, il y a deux choses. Il y a de l'eau qu'on recueillait de la fontaine qui a été construite avec Hamarot Atzovot, avec les miroirs de ses épouses. La deuxième chose, on prenait un peu de poussière qui était sous l'autel. Et la troisième chose, on écrivait la péricope qui parle de cela sur un parchemin et on la faisait dissoudre dans cette eau et on lui donnait à boire à cette femme. Et alors Lévinas, voilà son interprétation, qui est une interprétation extrêmement positive. Il dit, pour rétablir la paix entre ses époux, Dieu permet qu'on efface son nom. Oui. Voilà. C'est une tradition aussi thérapeutique qui consiste à écrire. Donc vous voyez que Lévinas connaissait ce texte et quand il l'exprimait, quand il l'interprétait, il l'interprétait à la fois pour les Juifs qui ne connaissaient pas ces textes et il l'interprétait aussi pour les non-Juifs qui lisaient sa philosophie. Et ça s'appelle en hébreu, ça s'appelle dans le terme de notre tradition, Haya Mekadesh Shem Shamaim Barabim. Lévinas sanctifiait le nom de Dieu
auprès du grand public. Je suis d'accord avec vous, parce que cette explication, on me l'a donnée, mais ce n'était pas ma remarque. Ma remarque, c'est quelque chose dans la personnalité de Béni, et donc qui était quelqu'un qui privilégiait, d'où les mitzvot, le fait de faire. Et la première question qu'il a posée quand il a lu ce texte, c'est pas que signifie-t-il, mais faut-il le faire ou ne pas le faire? Et donc, tout son parcours, parce que là, on est en 80, on est quelques semaines après la mort de Sartre, mais tout son parcours qui va l'amener ensuite à la yeshiva à Strasbourg, puis en Israël, consiste à se mettre dans une situation où il fait, c'est-à-dire il intègre le monde juif, il fait les mitzvot, il est organisé comme un juif ultra-orthodoxe. Et là, on le doit pour moi à quelque chose qu'il avait déjà mis en œuvre quand il était maoïste, c'est-à-dire une certaine cohérence. Ce qui compte, c'est ce qui a été fait, pas ce qui a été pensé. Et, et le judaïsme lui apportait cette satisfaction-là. Oui, mais Izzy, permets-moi aussi de citer une Mishnah, c'est-à-dire un texte, un texte talmudique qui a été écrit par les vénérables Tannaïm et qui a été écrit finalement rédigé par Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Yehuda le prince au IIe siècle. La Mishnah elle-même dit Misherabu hamenaafim batlu me'amarim. Depuis que l'adultère s'est répandu, eh bien, on a annulé, on a laissé tomber ce rituel des eaux amères. Donc, il savait très bien la question du faire ou de ne pas faire est déjà réglée par les maîtres de la Mishnah qui disaient, eh bien, on sait que depuis que l'adultère s'est répandu, eh bien, il y a plus on soumet plus la femme, l'épouse à ce rituel. On profite de notre dialogue, ça fait une petite heure. Moi, je n'ai pas beaucoup d'autres points, c'est-à-dire, on risque d'être, pour moi en tout cas, dans une forme de redite. Est-ce qu'on se dirige vers un moment où les gens peuvent poser des questions? Très bien. Oui. Alors, ce que je propose peut-être, c'est que chacun fasse une conclusion et ensuite on passe la parole au public. Donc, Izzy, votre conclusion. Oui, c'est bien cet appel à participer aux fêtes des musiques juives. Qui est-ce qui a spammé l'écran avec ça? Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient de Luc Kreisman lui-même, non? Effectivement, veuillez m'excuser, c'est mon fond d'écran, mais ne vous en faites pas, la fête des musiques juives est terminée depuis le 20 juin. Par contre, je n'ai pas encore eu le temps de changer mon fond d'écran, veuillez m'en excuser. Donc, je propose que Izzy puis David. En guise de conclusion, oui, je peux le faire très court parce que voilà. D'abord, c'est la deuxième semaine et que je pense que c'est pas mon opposition, mais quand même d'une certaine façon à David Bannon, elle est claire. Quand je parle de Béni, je n'aurais pas l'outrecuidance d'y ajouter mon propre point de vue, encore que. Mais le film que j'ai fait m'a obligé à rendre lisible, c'est pas facile, les motivations, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il a été là où il est allé. Et donc, je n'ai rien vu là de romanesque. J'ai vu une sorte de rigueur intellectuelle, mais aussi physique, pour que quelque chose sonne juste. Dans l'interview, et je terminerai là-dessus, ce serait une des conclusions, elle est dans le film, mais il y en a d'autres des conclusions, mais je dirais celle-là.
lorsqu'il discute, ou plutôt qu'il est interrogé par Ardisson pour une émission de télévision, et Ardisson lui pose quelques questions pertinentes, parce que c'est Bernard-Henri Lévy qui les a préparées, mais il a ce plaisir de lui poser des questions. Et Béni Lévy, à un moment, dit pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'être militant? Parce que là, il répond à cette question. Après, il est parvenu dessus. Il était énervé par le fait qu'on dise de Moïse à Mao et de Mao à Moïse. Il dit, j'ai arrêté d'être militant parce que j'étais un être faux. Et que le parcours que j'ai mené ces dernières années me permet de ne plus être un être faux. Et cette manière d'opérer, moi, je la respecte beaucoup parce qu'il a examiné sous toutes les coutures les trucs qui ne vont pas, mais vraiment sous toutes les coutures. Il allait chercher le moindre défaut dans des tas de raisonnements. Il avait fini par avoir comme maître Moshe Shapira, qui est une sommité de Beit Vegan, un lituanien, qui avait été donc étudiant avec des élèves de Chaim de Volozine et du Gaon de Vilna. Et il considérait que ce qui lui était, il lui était redevable de ça, on ne laisse rien passer. Et dans ce sens, il nous manque. Parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Bernard-Henri Lévy, parce que Bernard-Henri Lévy était très attaché à Béni. Il dit, qu'est-ce qu'il aurait dit là? Qu'est-ce qu'il aurait dit là? Et dans ce sens, je trouve que son parcours est sacrificiel, parce qu'il en est peut-être mort, mais c'est le travail de quelqu'un qui va à notre place dans des endroits, qui les examine et qui dit, n'y allez pas, j'y suis allé pour vous, ça ne vaut rien. Oui. David, à vous. Oui. Merci, Aïzi. Moi, je voudrais vous dire seulement ce que Lévinas nous a légué comme tâche à accomplir dans, dans la mesure de nos moyens. Mais voilà une citation de Lévinas qui entre justement dans le débat que nous avons eu cette soirée. Nous avons la grande tâche d'énoncer en grec les principes que la Grèce ignorait. Ça, c'est ce que Béni Lévy aurait condamné. Mais il ajoute, Lévinas, la singularité juive attend sa philosophie. Ça aussi, Béni Lévy l'aurait condamné parce qu'il dit on n'a pas besoin d'avoir une philosophie pour la singularité juive. La singularité juive se tient sur ses jambes elle seule. Mais Lévinas continue, ces textes, à travers leurs commentaires bimillénaires, ont encore quelque chose à dire. C'est dans ces lectures et leçons talmudiques qui s'appellent l'au-delà du verset. Je pense que c'est assez clair. Ces textes vieux et poussiéreux comme le monde ont encore des choses à dire et à apprendre à la civilisation occidentale. Merci, merci David. Merci Izzy. Alors, je vais maintenant demander à l'auditoire de bien vouloir ouvrir son micro. Levez la main si vous voulez, mais montrez-vous déjà. Levez la main si vous voulez poser une question ou intervenir de manière brève. Après le débat passionnant que nous avons eu et les divergences que nous avons pu observer, y a-t-il des questions ? Bon, personne se lance. Oui.
Oui, moi, je voudrais bien, si vous me permettez, revenir sur une chose dont vous avez parlé la semaine dernière, mais que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, à savoir son renoncement à la violence. Est-ce que vous appliqueriez à Benny Lévy ce que Hamon et Rothman ont écrit dans leur bouquin sur mai 68, Génération, je crois, en disant que finalement, s'il n'y avait pas eu plus de violence et plus de morts au moment de mai 68, c'est parce que les principaux dirigeants étaient juifs. Est-ce que vous appliqueriez cette phrase à Benny Lévy? Non Et parce seulement que je les l'appliquerai Juifs avaient une notion de ce qu'était la vie et des choses vraiment importantes, si je peux me permettre de compléter ce que disaient Hamon et Rothman. Oui, je l'ai lu, le bouquin, et je connais cette thèse. Elle est énoncée de façon un peu brutale, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas uniquement par amour de l'humanité. Mais clairement, je l'ai dit la dernière fois, puis les gens connaissent un peu cette histoire, dès qu'il y a eu le premier mort, c'est-à-dire Pierre Auvernais, qui a été abattu à l'entrée des usines Renault, avec la promesse qu'il y ait d'autres morts, puisqu'il devait manifester l'après-midi et donc prendre des armes, ils ont dit on arrête, on démonte. Parce que la question du mort pose la question de la valeur du combat. Et la valeur du combat méritait qu'il y ait des morts. Et est-ce que c'est parce qu'ils étaient juifs? Oui et non, parce que Olivier Rollin, qui a soutenu constamment Benny dans ce processus de désengagement de la violence, il était responsable des actions violentes. Il n'y a pas eu de mort, mais des actions violentes. Ils ont enlevé Nogrette, enfin c'est lui qui a fait tout ça. Et il n'était pas du tout juif, il était le fils d'un collabo français, tout ce qu'il y a de plus français. Donc la question est, à partir du moment où quelqu'un est tué ou risque d'être tué, la question de la valeur du projet est posée autrement que dans des discussions de bistrot. Et Benny était arrivé à la conclusion, et il n'y a pas que lui, que... Recording in progress. Pardon. Non, Benny était arrivé à la conclusion que le combat qu'il souhaitait mener ne méritait pas que des gens meurent. Donc, on tire la conclusion, ce combat n'avait aucune valeur. Et donc, il fallait arrêter. Et c'est plus sur l'analyse du combat lui-même, à savoir, en fait, Benny n'est pas devenu social-démocrate et comme Henri Weber n'a pas intégré le Parti socialiste parce qu'il était dans un autre monde, mais le processus est le même, c'est-à-dire s'éloigner de quelque chose qui ne vaut rien. Merci, merci Roby et merci Izzy. Y a-t-il d'autres questions? Oui, s'il vous plaît, je voudrais continuer sur l'affaire Pierre Auvernais. Je voudrais savoir, enfin, le sait-on qui a commandité l'assassinat de Tramoni? Pardon, l'assassinat de Tramoni. Je suis confus, mais je n'ai pas compris le nom. Qui a été assassiné? Tramoni est voilà. Benny était déjà hors circuit quand Tramoni a été assassiné. À partir du moment où quelqu'un qui lui était très proche, à savoir Pierre Auvernais, ils étaient tous les deux, ils habitaient à Boulogne-Billancourt, et ils partageaient un piole. Enfin, Benny avait le sentiment que c'est lui qui l'avait envoyé à la mort. Quand on a des comportements de ce type, on ne devient pas chef d'une organisation révolutionnaire. Là, on devient donneur de conseils, mais pas chef d'une organisation révolutionnaire. Quand vous êtes dans une organisation révolutionnaire, le premier mort, c'est une affaire. Donc, lorsque Tramoni a été abattu, Benny était déjà hors circuit. Il n'y avait plus de gauche prolétarienne, et ce sont quelques groupes, quelques individus qui ont fait après constituer, j'ai oublié le nom, mais un petit groupe de combattants qui ont tué des gens, qui ont enlevé des patrons et qui ont tué des gens, mais qui n'avaient plus aucun rapport avec la gauche prolétarienne qui n'existait plus. Merci. Y a-t-il d'autres questions? D'autres personnes qui souhaitent intervenir? Eh bien, il nous reste à remercier nos deux orateurs, Izzy et David, pour ce dialogue, pour la franchise. Excusez-moi.
s'il vous plaît. J'ai posé les questions sur le chat. Alors, vous voulez les poser de vive voix? Allez-y, une question encore. Alors, il y en a plusieurs. Choisissez. Alors, est-ce que la critique de l'universalisme chez Benny Lévy n'a pas un caractère excessif du fait de son rebond vers la mystique? Il y a une dimension personnelle. Donc, est-ce que les fondements théoriques d'un livre que je n'ai pas lu, excusez-moi, sont incontestables et parce qu'il y a une dimension personnelle et mystique? Il y a évidemment une dimension personnelle parce qu'il n'a pas bénéficié de l'universalisme. Il est né en Tunisie, il a été foutu dehors du pays avec toute sa famille quand il avait donc 12 ans, 11 ans. Il a été dans un circuit qui n'a pas navigué dans l'universel. Il n'était pas occidental. Et donc, il n'avait pas cette fascination pour l'universel. C'était, pardon, là je parle sous le contrôle de David Bannon qui va sûrement compléter ou modifier, mais il était séfarade. Et c'est très important de le savoir, ça. C'est-à-dire que l'universel lui faisait ni chaud ni froid. Oui, c'est une manière de voir. C'est une manière de voir, mais permettez-moi de n'être pas d'accord. Encore une fois, bien entendu, si on parle du séfarade lambda, comme il y a l'ashkénaze lambda, eh bien entendu que ces questions les dépasser de loin. Mais si je parle des penseurs, eh bien, ces penseurs-là étaient confrontés à la question de l'universel, que ce soit Yehuda Halevi, que ce soit Maïmonide, que ce soit… avant la Révolution française. Bien entendu, avant la Révolution française, oui. Oui, après, mais il y a eu de la pensée avant la Révolution française oui, et avant le XVIIIe siècle. Bien sûr qu'il y a eu de la pensée. Ma remarque, c'est sur l'universel. Benny était et bien justement, l'universel était dans les œuvres de ceux que j'ai annoncés et qui s'appellent justement Maïmonide, Yehuda Halevi, Saadia Gaon, et sans parler en tout cas de Moïse de Léon et de la Kabbale, etc. Non, je faisais allusion à ses contemporains, c'est-à-dire son frère qui était converti à l'islam et qui sont partis, de même qu'Uriel en Égypte, qui sont partis vers le tiers-mondisme plutôt que… Et là, on rejoint le clivage entre les maoïstes et les trotskistes, à savoir que ce qui compte, c'est le peuple. Pour les maoïstes, c'était le groupe de la gauche prolétarienne, se battait sous le slogan de servir le peuple et non pas la classe ouvrière. Donc, on l'avait abordé la dernière fois. Je l'ai pris un peu rapidement parce qu'on est à la fin de notre rencontre. Mais la réflexion qu'ils avaient sur ce que c'est qu'une collectivité qui peut porter un projet, pour Benny, c'était un peuple. Et donc, il a, d'une certaine façon, échappé à l'universel paulinien. Il n'est ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, et tout ça, il a échappé totalement. Merci de cette réponse, Izzy. Alors, encore une question, peut-être? Oui, le sentiment qu'il a eu de fausseté par rapport à son engagement de militant, est-ce que ça implique chez Izzy Morgenstern, c'est ce que j'entends, qu'il y a une sorte d'opposition? Donc, est-ce qu'on doit pour autant déserter la Res Publica et la vider comme elle l'est actuellement? Pardon, déserter la… Res Publica, la chose publique. Ah, la Res Publica. C'est à lui qu'il faut poser la question, pas à moi. Moi, ce que j'ai constaté au long des années, c'est la cohérence de son comportement. Est-ce que c'était une raison suffisante? Oui, en Israël, par exemple, il n'est pas devenu israélien.
Il n'a pas pris la nationalité israélienne. Donc, il ne votait pas. Donc, même en Israël, la Res Publica lui était indifférent. Mais il n'en était pas. Il n'en faisait pas partie. Ce concept qui est une des réussites de la Grèce, la place publique, lui était relativement indifférent. Il était dans l'interlocution et pour savoir ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait penser, il se référait ou à des maîtres, on n'est pas du tout dans l'Occident, ou à des compagnons d'études. Oui, mais d'après ce que je tire de la manière dont vous présentez le judaïsme selon Béni Lévy, et je ne mets pas en cause en tout cas cette présentation, c'est que être juif, c'est être anacorète. Or, c'est pas du tout, en tout cas, comme ça que les juifs vivent leur judéité. Béni disait, il vivait dans un quartier juif à Jérusalem. Il y a assez de juifs dans ce quartier, à Beit Vegan, pour être dans une société. On parle là de la société non juive. Et pour lui, la société juive s'arrêtait à Beit Vegan. Même, ils peuvent vivre en vase clos, moi ça me dérange pas, puisque on est dans une démocratie, ils ont le droit de vivre et de laisser vivre les autres, d'accord? S'ils veulent pas s'engager dans la société, ça les regarde, je respecte en tout cas ce non-engagement, mais ça ne veut pas dire que être juif, c'est se retirer de la société et vivre en vase clos. Ça ne veut pas dire ça, mais ce n'est pas l'heure de reprendre le débat. D'accord. En tout cas, merci. Voilà, donc, je pense qu'on est arrivé au mot de la fin. Effectivement, deux visions assez opposées sur la fin, en tout cas, le choix qu'a fait Béni Lévy lorsqu'il est parti en Israël. Une vision militante d'Izzy et une vision plus critique de David. Et je pense qu'on va en rester là, ce qui veut dire que le débat n'est pas clos. Il reste ouvert et ça fait partie des traditions juives où la question peut être plus importante que la réponse. Merci à tous. Merci à David, merci à Izzy en particulier. Merci beaucoup. Merci à Izzy. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, à tous. À tous. Merci bien.